Merci beaucoup. Donc, je remercie vraiment les organisateurs, et notamment Laurent, de m'avoir convié à votre réunion qui est passionnante. Donc, je suis très contente d'être avec vous. Donc, effectivement, on va parler un petit peu d'essais thérapeutiques avec les spécificités quand on fait un essai thérapeutique dans les troubles du développement intellectuel. Alors, j'attaque parce que le temps est effectivement imparti assez court. Donc, je vais revenir rapidement sur l'exemple que vous connaissez sans doute déjà du syndrome de X fragile. Donc voilà, la fameuse triade, très bien. Le marqueur cytogénétique, puis l'identification par l'équipe de Strasbourg du gène FMR1. Et donc effectivement, pour les cliniciens, en général, quand on a un patient, un petit patient avec un syndrome de X fragile, on commence par mettre en place des stratégies éducatives structurées, puis par évidemment proposer des traitements un petit peu symptomatiques. Les troubles du sommeil, on va mettre la mélatonine. Quand il y a trop d'agressivité, on va discuter éventuellement une introduction d'un neuroleptique. Bon, les TDAH, hein, ça c'est très important. Bon, ils sont sensibles à des plus petites doses de méthylphénidate, peu importe. Évidemment, limiter le surhandicap, mais c'est vrai que comme le gène est connu, qu'on sait extrêmement bien le fonctionnement, donc quand on a une mutation, effectivement, une amplification triplet en amont de la région promotrice, donc effectivement, on a une hyperméthylation et donc un silence transcriptionnel, donc l'absence de protéines FMRP. Donc c'est vrai que c'était assez séduisant, sur le papier en tout cas, de dire finalement, on sait très bien la fonction de cette protéine, donc allons-y, réfléchissons à comment est-ce on pourrait éventuellement remplacer ce que devrait faire cette protéine, et comme elle est absente dans le syndrome de X fragile, comment est-ce qu'on peut faire pour remplacer cela? Donc effectivement, cette protéine, elle est, comme dans beaucoup de gènes de déficience intellectuelle, impliquée dans la plasticité synaptique, la maturation dendritique. Donc c'est vrai qu'il y avait des modèles avec des marqueurs, notamment sur le modèle animal, qui semblaient super forts, super séduisants. Quand vous voyez la différence d'aspect morphologique des épines dendritiques entre la souris dite contrôle et la souris FMR1, même si vous n'êtes pas spécialiste en souris, vous vous dites, oui, effectivement, c'est quand même très différent. Donc on va pouvoir le mesurer, donc ça va être un bon biomarqueur. Alors, effectivement, la théorie glutamatergique, elle est née du fait que, à l'époque, on n'imaginait pas forcément que ce serait possible, ce qui est un peu différent maintenant, mais enfin, pour l'instant, il n'y a rien d'accessible encore en clinique, mais on n'imaginait pas remplacer la protéine FMRP. Et donc, du coup, l'idée, c'était de dire, finalement, elle a un impact très important sur la transmission liée au glutamate, donc on ne peut pas remplacer la protéine, mais on va peut-être pouvoir remplacer l'effet que devrait avoir la protéine, qui devrait freiner cette transmission. Et donc, du coup, on va moduler ça avec un anti-mGlu5. Alors, il y avait des arguments extrêmement solides sur le plan des modèles animaux. Je vais revenir dans un instant dessus, où effectivement, ils ont croisé des souris, si vous voulez, des souris X fragiles et des souris qui exprimaient moins de récepteurs au glutamate, avec donc un double KO qui était en gros une souris X fragile qui exprimait moins de récepteurs au glutamate, et avec des résultats qui étaient quand même assez séduisants sur des marqueurs réputés comme étant assez solides. On va revenir dessus dans un instant, puisque la morphologie des épines dendritiques se corrigeait, la synthèse protéique était normalisée, et sur le plan comportemental des souris, on avait l'impression que les souris double KO, donc entre guillemets un modèle de traitement ensuite par un antagoniste au mGluR5, du coup elles étaient meilleures aussi sur le plan du comportement. Du coup, l'idée, effectivement, est-ce qu'on peut envisager de passer à l'homme? Donc, effectivement, on avait fait cette première étude, puis celle qu'on suivit, sur d'abord un essai croisé qui était une proof of concept, en fait, où on avait donc 30 patients X fragiles qui ont été inclus essentiellement entre Lyon et Lausanne, un petit peu aussi en Italie. Et puis, premier résultat, effectivement, sur le critère de jugement principal, qui était le score de l'ABC, pas de différence significative, mais des résultats qui semblaient potentiellement intéressants sur des critères de jugement secondaires, et avec en plus le fait que quand on regardait finement la méthylation, il semblait qu'on pouvait prédire les patients répondeurs par rapport aux non-répondeurs. Donc un truc quand même qui semblait prometteur, intéressant. Et il a fallu finalement inclure ensuite plus de 300 patients, avec une étude cette fois qui n'était plus en crossover, mais qui était maintenant en étude parallèle contre placebo. Et après inclusion de 300 patients, on s'est rendu compte que finalement, ce qui marchait le mieux, puisque là, vous voyez, l'amélioration, c'est vers le bas, c'est finalement la courbe orange, et la courbe orange, c'est le placebo. Donc, c'était un petit peu décevant, voilà.
en même temps, on a publié ce résultat négatif, parce que c'est important de publier les résultats négatifs. Ça nous a invité du coup à nous intéresser à l'effet placebo, hein, puisque le principe du placebo, c'est qu'un traitement inerte peut avoir un effet positif à travers le fait que le patient s'attende à s'améliorer. Je pense que tous les cliniciens parmi vous savent bien que ça fait partie intégralement du fait d'être un bon médecin. En tout cas, c'est comme ça que le présentent les Américains. Hein. Moi, quand j'ai fait mon postdoc, j'ai rencontré des médecins qui travaillaient sur le placebo. Pour eux, le critère pour savoir si on est un bon clinicien, c'est de savoir si on génère bien de l'effet placebo pour les patients. Donc c'est assez drôle. Donc effectivement, c'est assez simple, hein, on a la réponse au traitement en rose, la réponse au placebo, et puis là, le groupe d'histoire naturelle. Et donc, d'un point de vue strict, en réalité, l'effet du traitement, c'est la différence entre la réponse au traitement moins la réponse au placebo. L'effet placebo en tant que tel, c'est en principe la réponse au placebo, la différence entre la réponse au placebo et l'histoire naturelle. Malheureusement, il y a assez peu d'études qui incluent un groupe d'histoire naturelle parce que c'est quand même évidemment, ça prend du temps et ça coûte cher aussi d'avoir un groupe supplémentaire. En tout cas, quand on avait fait une méta-analyse sur 22 études qui incluaient uniquement des études faites sur des enfants et adultes avec une déficience intellectuelle d'origine génétique, ce qu'on avait bien montré, c'est qu'effectivement, contrairement un peu aux idées qui étaient répandues un peu avant qu'on fasse les essais sur X fragile, il y avait bien une réponse au placebo, y compris chez des enfants avec un trouble du développement intellectuel. Donc ça, c'est vraiment important de le savoir. Et quand on regarde l'HGG, donc en fait l'intensité de la réponse, il est tout à fait similaire à ce qu'on observe chez des sujets qui n'ont pas de déficience intellectuelle. C'est vrai pour les critères subjectifs et pour les critères objectifs, un peu plus vrai pour les critères objectifs néanmoins que les subjectifs. Voilà. Deuxième point, on avait fait une autre méta-analyse où cette fois on avait comparé toujours chez des patients déficients intellectuels les mêmes traitements qui pouvaient être donnés soit en essai ouvert, donc en essai ouvert vous savez que vous avez le traitement, donc vous avez 100% d'avoir la drogue active, soit en essai contrôlé contre placebo, et a priori si vous êtes dans une étude avec deux bras, un groupe contrôle et un groupe placebo et un groupe traitement, vous avez seulement 50% de chance d'avoir la drogue active. Même traitement, juste la différence c'était pas le même design d'étude. Vous voyez qu'on a une différence qui est significative, c'est-à-dire qu'en fait, selon le mode le type d'essai que vous faites, vous avez plus ou moins de chances de trouver un résultat, mais qui ne correspond pas à l'effet du médicament, on est d'accord, qui correspond uniquement à l'effet placebo. Ce qui tend quand même à dire que, grosso modo, et si vous regardez dans Clinical Trial et vous faites le test, vous testez X fragile, par exemple, vous allez voir qu'il y a encore plein d'essais qui sont faits en ouvert. Ce qui n'a pas vraiment de sens, puisqu'on montre ici qu'effectivement, il y a une différence significative. Donc, on devrait plus utiliser des essais ouverts pour tester l'effet d'un médicament, y compris quand on est dans le champ de la déficience intellectuelle. La taille de l'effet, elle diffère aussi en fonction de ce qu'on regarde. Donc, vous voyez ici que les critères un petit peu durs où on évalue directement le patient, finalement, c'est quand même plus difficile d'obtenir un effet placebo là-dessus que sur des critères de jugement où on va beaucoup demander aux parents, remplir des questionnaires, demander un peu une évaluation subjective où forcément il y a une attente aussi des familles, etc. Et donc ça peut un petit peu biaiser l'évaluation. Alors, la deuxième limite de la théorie glutamatergique, c'est que oui, la protéine FMRP intervient bien dans la transmission liée au glutamate. On est d'accord, on le retrouve là. Mais par contre, en fait, la protéine FMRP, elle intervient aussi à plein d'autres niveaux. Donc c'était probablement un petit peu idéaliste de se dire qu'on allait avoir effectivement un effet. Donc on a essayé, notamment avec Sébastien Jacquemont, de faire un peu une synthèse de ce qu'on avait appris à partir des essais dans l'X fragile. Et donc là, je voudrais revenir sur plusieurs petits points. D'abord, l'importance des données précliniques. Donc la souris X fragile, c'est super important pour nous. On est ravis d'avoir des modèles animaux. Comme vous le savez, quand on est clinicien, on aime bien d'abord tester chez les modèles animaux, puis c'est même obligatoire. C'est vrai aussi que ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en fait, on peut avoir une espèce de gradation, si je puis dire ça de cette façon-là, de la robustesse en fait, des critères qu'on utilise, par exemple, chez le modèle souris. Et donc, l'idée, c'est que les tâches comportementales sont un tout petit peu moins reproductibles quand même que des choses un peu plus dures comme la synthèse protéique ou la morphologie des épines dendritiques, mais en l'occurrence, dans les essais X fragiles, on avait quand même un effet, même en regardant, en sachant que ça ne marche pas, l'effet, il était quand même publié et là. Alors, deuxième point qui est important, c'est de retenir que en oncologie, ils ont l'habitude de dire qu'il y a à peu près 8% des traitements qui semblent efficaces sur les modèles précliniques qui vont vraiment déboucher sur une application clinique. Donc ça met un peu aussi toutes les choses en perspective. Alors, la validité du modèle souris, je pense qu'il y a
une chose qu'il faut retenir, c'est que chez l'homme, le cœur du problème quand on a un syndrome de X fragile, c'est vraiment le trouble du raisonnement, c'est le trouble du développement intellectuel. Alors que chez la souris, en fait, le déficit cognitif, il est inconstant, avec un effet de petite taille. C'est une des difficultés pour directement comparer les deux. Évidemment, il y a la question que le cerveau d'un humain et d'une souris, voilà, c'est quand même très différent, ça reste très différent. Et en taille aussi. Bon. Alors, il y a la question des organoïdes qui nous semble très intéressante. Pourquoi? Parce qu'effectivement, comme vous savez, ça permet d'avoir un modèle en 3 dimensions qui soit plus proche, puisqu'au départ, c'est à partir de cellules souches pluripotentes humaines. Et je vais vous dire pourquoi ça nous a intrigués. Enfin, moi, j'ai trouvé ça passionnant. C'est qu'ils ont pu développer un modèle d'organoïdes pour le syndrome de l'X fragile, qu'ils ont bien caractérisé avec, effectivement, là on a le wild type et là le modèle KO, donc le modèle organoïde X fragile, bien caractérisable, pas de problème. Et quand ils ont testé pour voir si ça répondait en fait aux anti-mGluR5, ben on se rend compte qu'en fait, les antagonistes au mGluR5 ne corrigent pas un certain nombre de paramètres qu'on peut mesurer sur le modèle organoïde. Ce qui dit quand même probablement que c'est très intéressant, avant d'aller plus loin dans l'essai d'un traitement chez des patients déficients intellectuels, de probablement utiliser aussi ce genre de modèle pour pouvoir avancer un petit peu plus loin avant de passer à l'homme. En tout cas, c'est ma conviction. On peut en discuter après pendant les 3 minutes de questions qui va nous rester. Deuxième petit point que j'aimerais bien souligner, c'est l'importance des choix du critère de jugement. Alors là, c'est formidable parce qu'en plus, il y a Cassandre qui est là et qui a des exemplaires du guide, donc je vais vous renvoyer là-dessus. Mais effectivement, dans le cadre de la filière déficience, j'ai coordonné avec Nathalie Twill un groupe d'évaluation sur justement qu'est-ce que c'est que ces critères de jugement qu'on peut éventuellement utiliser, y compris quand on a une déficience intellectuelle, parce qu'on c'est vraiment restreint que dans le champ de la déficience intellectuelle. Donc il y a les applications cliniques, mais il y a aussi ce qu'on peut en faire sur le plan de la recherche. Donc effectivement, on a évalué plus de 240 tests, et donc l'idée c'était pour chacun des domaines, de pouvoir dire finalement qu'est-ce qu'on recommande en fonction de la sévérité de la déficience, est-ce que c'est une déficience légère, modérée ou sévère. Pour chaque domaine, quels sont les tests qui nous semblent les plus ajustés, les plus intéressants pour évaluer ce domaine chez ces patients. Et effectivement, il y a un document dans les annexes qui est super intéressant parce que, une fois, bon, il y a le nom du test, l'âge, etc., les caractéristiques, mais il y a aussi toutes les données test-retest qui sont intéressantes quand on prépare un essai thérapeutique parce que vous allez vous rendre compte assez vite que même des tests très connus ont parfois été étalonnés chez une petite population. Il y a des tests qu'on utilise, qui ont été validés sur 30, 50 personnes, avec des données test-retest qui ne sont pas toujours bien complétées et qui ne sont même pas toujours bien connues. Donc c'est quand même intéressant d'en prendre conscience pour savoir aussi comment interpréter les données. Ça, je passe. C'est simplement que pour chacun des niveaux de sévérité du trouble du développement intellectuel, on a recommandé plus ou moins, voilà, donc vous avez ces petits consensus auxquels on a abouti dans le groupe de travail, avec pour chaque test recommandé une fiche un petit peu synthétique qui permet tout de suite d'aller à l'essentiel pour voir, voilà, vous avez tout de suite le niveau de fonctionnement auquel le test est accessible, l'âge, les items évalués, les objectifs du test. Alors, je voudrais garder les quelques minutes qui me restent, simplement pour vous parler un petit peu du déficit en transporteur de créatine, parce qu'on a fait un gros projet là, à Lyon sur cette pathologie-là. Et il y a des choses qui bougent, et donc je voudrais vous présenter un petit peu là où on en est de nos réflexions. Donc effectivement, le déficit en transporteur de créatine, vous savez bien, c'est une maladie génétique rare liée à des variants pathogènes du gène SLC6A8. Donc effectivement, la synthèse de la créatine se fait de façon normale. Et ensuite, le problème, c'est au niveau du transporteur qui permet en fait à la créatine de rentrer dans les cellules, et notamment au niveau de la barrière hémato-encéphalique, puisque c'est extrêmement régulier et il n'y a pas de passage passif. Donc même si on met des très grosses doses de créatine, par exemple per os, ça passe pas la barrière hémato-encéphalique. D'autant que Olivier Bressan a bien montré qu'il y avait aussi une synthèse intraneuronale de créatine, mais là encore on a besoin du transporteur parce que le guanidinoacétate, qui est l'étape intermédiaire, a besoin de ce même transporteur pour passer d'un neurone à l'autre. Or, il a bien montré aussi que c'était des populations de neurones différents qui exprimaient l'AGAT et la GAMT, c'est-à-dire les deux enzymes principales de synthèse de la créatine. Alors, le premier patient, donc, connu depuis 2001 par Raja Salomons, et donc on a montré là dans une étude sur 31 patients qu'on devenait un petit peu meilleur, c'est-à-dire qu'en fait l'âge du diagnostic il diminue avec la date de naissance des patients, ce qui est plutôt encourageant, c'est-à-dire qu'on fait les diagnostics plus tôt qu'avant. Alors, la présentation clinique, donc c'est clairement un TDI.
souvent un TSA et dans à peu près la moitié des cas une épilepsie, avec, je vous rappelle, le ratio créatine sur créatinine qui est élevé dans les urines. Là, vous voyez la différence chez les garçons en bleu et les filles en rose. Et puis donc la fameuse séquence qu'il faut absolument demander quand on fait une IRM pour une raison de TDI. Il faut absolument demander une séquence de spectroscopie, sinon on ne peut pas faire le diagnostic. Et effectivement, on a ce pic de créatine qui est complètement abaissé, très très sévèrement diminué par rapport à la norme chez un contrôle. Donc on espère que les techniques de séquençage de nouvelle génération vont faire plein de diagnostics, mais pour l'instant c'est probablement sous-diagnostiqué, puisqu'on avait estimé qu'il y avait à peu près 75 patients en France. Donc il y a pas mal de choses qui ont été essayées, la supplémentation, etc., qui n'a pas marché, la cyclocréatine qui était intéressante mais toxique, et puis il y a cet ester de créatine développé par Ceres Brain Therapeutics qui est très intéressant, et où ils vont passer par la voie nasale pour essayer de contourner la barrière hémato-encéphalique, et avec des données qui nous ont montré effectivement de passage de la créatine en intracérébral et de diffusion passive en fait à partir de la voie nasale et donc de l'apport par le nerf trigéminal. Il y a les protéines chaperones, voilà, j'ai pas le temps, désolé. Et puis il y a aussi 2 autres alternatives, mais pour l'instant les projets sont encore pas proches de la clinique, alors que Ceres Brain, je pense qu'ils vont être prêts dans 18 mois environ. Alors, effectivement, les patients, le problème, c'est qu'ils ont un trouble du développement intellectuel qui est modéré à sévère, puisqu'on a moins d'un tiers qui peuvent faire des phrases, et ils sont en échec pour les échelles classiques, comme par exemple l'échelle de Wechsler, avec, vous voyez ici, quand même des patients qui sont vraiment très sévères. En bleu, vous avez les garçons, et les filles un petit peu moins sévères, comme souvent dans les pathologies liées à l'X. Donc, je mets juste un dernier exemple, après je m'arrête. L'étude CREAT Criteria qu'on a développée à Lyon, du coup, qui permet justement de tester des critères de jugement dans la perspective des essais thérapeutiques. Donc, on a développé 4 tâches de raisonnement assez simples qui permettent, en fait, avec un niveau de difficulté croissante, de pouvoir tester, y compris ces patients, puisqu'on l'a testé sur les 24 patients de l'étude. Et vous voyez que pratiquement tous les patients, sauf un, ont pu faire les 2 premiers niveaux de difficulté. Un petit peu, 3/4 ont pu faire 75% la tâche Matrix. Voilà. Alors, je vous montre juste à quoi ça ressemble. Voilà donc le principe. Hein, donc c'est qu'il fallait simplement trouver le concept de MEM. Donc concept de MEM qui en principe est acquis autour de 2 ans. Les enfants sont capables de le faire. Donc l'idée c'est que l'enfant clique sur l'image qui est la même. Donc ça a posé aucun problème. On les habitue avec un truc rigolo avec les caractères Disney. Et puis ensuite, il y a un peu 2 types de conditions. La condition, donc c'est toujours la même tâche, mais là c'est assez simple puisque c'est complètement différent de la cible, alors que là ça ressemble et donc il faut inhiber le fait que ça ressemble. Donc en vrai, ça se passe très facilement. Hein, donc les enfants ont bien participé, les patients ont pu tous le faire, donc ça, sauf un, mais qui était vraiment très très déficient, qui a un âge de développement en dessous d'1 an, donc là c'était vraiment difficile. Hop, je passe et donc simplement pour vous montrer. Si ça marche, voilà. Donc l'autre tâche qu'on a, donc le 2e niveau de difficulté, qui cette fois était le fait de mettre ensemble des items, et toujours de façon non verbale pour correspondre aux patients. Et donc effectivement là, on avait fait 2 niveaux de difficulté, peu importe. Je passe et donc c'est pareil, c'est sur tablette, ça marche très bien. Enfin on a fait des dessins spécifiques, donc il n'y a pas de soucis particuliers. On avait fait aussi une échelle sur une autre tâche sur vraiment le raisonnement visuel analogique, où là vous avez des niveaux de difficulté, puisque là c'est tout pareil, donc là c'est zéro différence, là il y a la forme qui change, et puis là il faut intégrer le fait que la forme change et la taille change pour trouver la bonne réponse. Je passe, on l'avait validé, et là vous voyez un exemple chez un patient qui a un déficit en transporteur de créatine, qui est complètement capable de faire la tâche. Vous allez voir qu'il met un certain temps à décider, mais il arrive parfaitement à raisonner et à faire cette tâche. Donc je vais terminer par vous dire qu'on a aussi testé les choses sur l'évaluation à la maison, puisque un des grands, vous entendez si je rapproche le micro, les oiseaux qui chantent, simplement parce qu'en fait le patient fait en Zoom la tâche sur sa terrasse à la maison, et ça c'est très important parce qu'une des demandes des familles, c'est que ça soit que les essais thérapeutiques puissent être faits avec des évaluations où ils n'aient pas besoin à chaque fois de venir à l'hôpital. Donc on a pré-testé ça, et vous voyez qu'on était assez content parce que les résultats sont bien stables. Là vous avez les 9 patients qui ont participé à l'étude longitudinale, avec même leurs essais par patient. Vous voyez que c'est quand même très stable. Donc là, on était en observationnel. Hein, donc voilà. Je vais passer là parce que j'ai pas le temps, mais je vais aller juste à ma dia de conclusion.
on a fait aussi des tâches en eye track qui ont très bien marché aussi, et là qui étaient accessibles à tous les patients. Et donc du coup, voilà. Donc évidemment, il y a plein de nombreuses pistes qui sont tout à fait possibles dans le trouble du développement intellectuel. Donc je crois qu'on peut garder l'idée que les essais contrôlés contre placebo, c'est intéressant s'ils sont faisables à travers des grands consortiums internationaux. Je voudrais juste souligner, et c'est pour ça que je vous ai parlé un petit peu d'intérêt de la répétition des mesures, parce que les SCED, donc les Single Case Experimental Design ou N of One Trials, sont très intéressants, surtout dans le cadre des maladies rares, parce que ça permet effectivement que chaque sujet soit son propre contrôle, son propre témoin, et de voir l'évolution par rapport à lui-même. Donc, on espère que, j'espère vous avoir convaincu en fait que c'était intéressant de développer vraiment ces outils qui sont vraiment spécifiques pour les patients qui ont un TDI. Je remercie vraiment toutes les familles qui ont participé à l'étude et tous mes collaborateurs. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était très très intéressant. On va avoir le temps pour une question, peut-être. Juste moi, est-ce que une des grandes difficultés, mais je sais pas, bon, c'est évidemment l'âge de l'essai de l'inclusion par rapport plus c'est tôt généralement. Comment on fait les cohortes, parce que doit y avoir des grosses différences en fonction de la mise en place du traitement de l'âge, quoi. Oui, alors ça c'est une grande question. Tout le monde n'est pas d'accord, hein, puisque par exemple dans les essais sur l'X fragile, les Américains, eux, voulaient débuter le traitement dès la période néonatale. Et nous, on disait, quand même, c'est pas complètement anodin, on n'est pas sûr que ça marche. Enfin, c'est quand même. Donc, c'est toujours très difficile. Il y a des cas où on se pose pas de questions. La myotrophie spinale, il faut absolument débuter tout de suite. Bon, donc un peu si on fait le similaire, et c'est probable qu'en fait, si on a un effet qui marche très très bien, un médicament qui serait vraiment révolutionnaire. Par exemple, là, si on montre que le fait d'apporter de la créatine dans notre cérébral, ça change la cognition des patients, je crois que clairement, il faudra le débuter dès que c'est possible, dès que le diagnostic est fait. Ça, c'est sûr, enfin, c'est certain. Après, c'est toujours le problème dans les pathologies. Sans doute que des biologistes moléculaires pourraient répondre mieux que moi encore, mais par exemple, dans le modèle qui a été fait par Alois Mabonzo il a fait un organoïde, un modèle organoïde de déficit en transporteur de créatine. Il montre quand même qu'il y a des paramètres qui sont différents au niveau de la croissance cérébrale. Donc ça, effectivement, on a envie de dire le plus tôt possible et même très 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 tôt, quoi. Voilà. Mais voilà. En tout cas, pour ce qui est des critères de jugement, nous on a essayé de vraiment développer des tâches qui soient accessibles le plus tôt possible. Là, par exemple, pour l'étude observationnelle, on a mis des enfants à partir de 5 ans sans problème. Ils faisaient des tâches, ça se passait bien. Et après, bon, pour descendre en dessous, il faut des tâches comme on a fait en eye track, c'est-à-dire qu'ils soient complètement implicites, où du coup, on n'a pas besoin d'une vraie coopération, si ce n'est regarder l'écran, ce qui est quand même souvent accessible.